À tous, bonjour à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Noma Mundi. Aujourd'hui, on va parler de télétravail à l'étranger et plus précisément des éléments qui peuvent vous freiner dans votre désir de réaliser cette expérience hors du commun et surtout d'actualité. Donc, pour remettre un petit peu les éléments dans leur contexte, le télétravail, ça existe finalement depuis plusieurs années. On trouve quelques études à ce sujet qui datent de 2018, par exemple, mais c'est quand même un sujet qui s'est véritablement démocratisé suite à la crise sanitaire de 2019, comme on le sait tous, où voilà, les citoyens se sont retrouvés contraints de rester chez eux, à ne plus pouvoir se déplacer et voyager. Du coup, il y a eu un gros impact également sur le secteur du voyage, naturellement. C'est pour cette raison-là que beaucoup de destinations ont lancé ce qu'on appelle des programmes de télétravail. Donc, ces programmes sont apparus en 2020 pour les premiers. En fait, cela invite les télétravailleurs, les digital nomades, comme on les appelle, à s'installer pendant un laps de temps à l'étranger, dans un autre pays, pardon, pour vivre une nouvelle vie, découvrir une nouvelle culture. Donc, juste pour repréciser rapidement ce qu'est un digital nomade, c'est une personne qui est mobile, qui peut exercer son métier de n'importe quel endroit dans le monde, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion Internet ainsi qu'un ordinateur portable. C'est le b.a.-ba du digital nomade. Cette personne peut endosser un statut différent. Elle peut aussi bien être freelance que auto-entrepreneur que salarié d'entreprise. Donc, pour revenir aux destinations et aux programmes de télétravail, le but premier, ça va vraiment être de relancer l'économie locale, l'économie du pays qui a été mise à mal pendant la crise sanitaire. Parfois même, ça sert aussi à redonner un certain attrait à un pays qui aurait pu être un petit peu délaissé ou du moins qui aurait eu du mal à se relancer touristiquement parlant, je veux dire, une fois que les frontières se sont réouvertes. Donc, cette opportunité de télétravail à l'étranger, pour les télétravailleurs, donc comme je le disais, ça permet d'exercer son métier dans un pays différent, sans s'octroyer le métier, le travail des locaux. Pour autant, cette personne devient résident, devient expatriée, donc elle participe à l'activité locale du pays pendant 6 mois jusqu'à 1 an. Ça dépend des programmes de télétravail, sachant que certains d'entre eux sont renouvelables au moins une fois. Donc, moi, je suis Alexia Duclos, je suis responsable marketing chez Visamundi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julia Le Guillou de Noma Mundi, ainsi que de Clarisse Delettre du cabinet Majorel Avocat, ainsi que de Yann Richard de Chapka Assurance. Je vais laisser quelques instants à mes compagnons pour se présenter et ensuite on terminera cette introduction. Julia, si tu veux commencer. Pardon, le micro n'était pas activé. Je m'appelle Julia Le Guillou, je suis chef de projet marketing au sein de Visamundi et aujourd'hui je représente le projet Noma Mundi. Donc on s'occupe des démarches pour aider les télétravailleurs à obtenir un visa de télétravail. Je prends la suite. Je suis Clarisse Delettre, je suis avocate au sein du cabinet Majorel Avocat, qui est un cabinet dédié au droit du travail, droit de la sécurité sociale, conseil plutôt employeur et cadre dirigeant. Au sein du cabinet, je dirige le pôle Majorel Mobility, dédié à l'accompagnement des employeurs sur les sujets de mobilité internationale et d'immigration professionnelle. Bonjour, je suis Yann Richard, directeur commercial de Chapka Assurance. Nous sommes courtiers en assurance et nous accompagnons les entreprises et les voyageurs individuels vers le projet longue durée à travers le monde. Merci à tous. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés, des pistes pour réussir à passer outre certains points qui pourraient être bloquants dans votre démarche. Et pour cause, effectivement, que ce soit le visa, l'assurance ou encore l'aspect juridique du télétravail à l'étranger, ça peut être des sujets qui génèrent des questionnements plus ou moins stressants, où on ne saurait pas trop où aller chercher l'information, et quand bien même si on trouve de l'information, est-elle vraiment fiable ou pas. Donc là, aujourd'hui, on veut vraiment vous aider à lever des barrières, lever des fausses idées qu'on pourrait avoir aujourd'hui, et donc vous aider à passer le cap,
et à aller faire directement vos valises pour l'île Maurice ou pour la Colombie ou encore pour les Caraïbes pour 6 mois à 1 an après ce webinaire. Donc, je vais laisser Julia prendre la main sur le sujet des visas. Ensuite, interviendront Yann et puis Clarisse. Et à la fin, il y aura un temps d'échange avec vous. Si vous avez des questions, vous pourrez les noter dans le chat de ce webinaire. Donc, juste pensez bien tous, s'il vous plaît, à désactiver micro et caméra. Comme ça, il n'y a pas de bruit environnant. Et Julia, eh bien, c'est à toi. C'est ton micro. Donc, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du choix de la destination de télétravail et également le frein que peut être la demande de visa de télétravail. Donc actuellement, il existe 54 visas ou programmes de télétravail dans le monde. Donc il y en a 16 en Europe. Ces visas de télétravail, donc comme le disait Alexia, nous donnent la possibilité de pouvoir télétravailler dans une destination entre 6 mois et 1 an. Ces visas de télétravail concernent 3 catégories principales de nomades digitaux. Donc, on va avoir les freelances, les entrepreneurs et les salariés en télétravail à 100%. Donc, c'est vrai que l'émergence du nomadisme numérique, elle témoigne vraiment de la façon dont la technologie a transformé notre paysage professionnel au cours des 15-20 dernières années. Et donc, le but est de vraiment trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, donc c'est-à-dire travailler tout en profitant pleinement de la vie. Ces visas de télétravail, donc ils ont été lancés en 2020, après le Covid-19, pour relancer les économies, comme le disait Alexia. Donc ces visas de télétravail offrent vraiment l'opportunité de pouvoir vivre dans des destinations entre 6 mois et 1 an. Et vous me direz comment connaître cette destination, la destination qui est faite pour soi. Donc, on va avoir plusieurs critères de choix d'une destination de télétravail selon les digital nomades. La connectivité rapide et accessible, tout ce qui va être Internet, est vraiment le critère premier de choix d'une destination. On veut être sûr de pouvoir réaliser son métier en pleine confiance à distance à l'étranger, de pouvoir être tout le temps, toujours en contact justement avec son entreprise, avec ses collègues, avec son responsable. On recherche également un faible coût de la vie et une qualité de vie relativement élevée. Les digital nomades sont en général pour pouvoir bénéficier justement d'un pouvoir d'achat plus élevé. Donc, une destination avec des prix moins chers, mais également une destination avec un paysage différent, mais également une température. On va chercher également la sécurité parce que le but, c'est de partir dans cette destination sur du long terme. Donc, on est vraiment sur du tourisme beaucoup plus durable. On recherche la sécurité. On va rester entre 6 mois et 1 an. On veut se sentir bien dans la destination où on se rend. Il y a également l'importance de la culture des cafés et du coworking. Le but étant également de se rendre en coworking pour rencontrer des personnes qui sont digital nomades comme nous et pouvoir bénéficier d'une bonne connectivité Internet. Le logement est également une question très, très importante. Il faut se sentir bien, pouvoir se recréer une routine, mais également pour pouvoir télétravailler dans son logement si on a la possibilité, donc c'est-à-dire avoir une pièce, pourquoi pas même dédiée, un bureau séparé de la pièce à vivre. On recherche également une destination qui soit un centre de voyage central avec un aéroport majeur et des attractions à proximité. Le but étant de se rendre dans une destination et d'en profiter pour visiter les destinations qui vont être juste à côté, les différents autres pays. Et on va avoir également la question de l'accessibilité des visas de télétravail. Donc, notre but chez Nomamundi, c'est d'accompagner les télétravailleurs dans leur démarche d'obtention de visa de télétravail. Les visas de télétravail qui sont méconnus pour beaucoup de personnes. On veut vraiment bousculer les méthodes de travail, devenir pionnier de notre secteur qui est le télétravail. On souhaite conforter les travailleurs du monde dans leur choix de destination, mais également les accompagner justement dans le choix de cette destination, écouter leurs besoins, les accompagner
devenir une plateforme d'échange, d'accompagnement et d'information sur le télétravail à l'étranger. On poste régulièrement des articles de blog pour justement vous tenir au courant des différentes actualités, des tendances, que ce soit sur le télétravail ou sur la sortie des visas de télétravail. Et on souhaite aider les destinations à relancer leurs économies. Nous proposons donc une solution qui va être clé en main avec des partenaires de confiance, comme ceux avec qui nous animons ce webinaire aujourd'hui. Donc, Nomamundi est une marque de Visamundi. Donc, Visamundi est un expert qui vous accompagne dans vos démarches d'obtention de documents de voyage. Et aujourd'hui, sur le projet donc, Nomamundi, qui a été lancé en septembre dernier, nous proposons actuellement 6 destinations, qui sont en réalité beaucoup plus de destinations, parce que par exemple, la destination, donc, pour commencer, Caraïbes, cette destination, elle porte le nom d'une région parce qu'on propose 10 destinations au sein des Caraïbes. Mais notre but, c'est vraiment de proposer un parcours personnalisé et de vous aider à trouver l'île des Caraïbes qui est faite pour vous. Donc, cibler vos attentes, vraiment vous accompagner dans cette démarche et vous proposer l'île qui est faite pour vous. Nous avons également en destination la Colombie. Nous avons un partenariat actuel avec ProColombia, donc qui est la marque du pays Colombie. Également Dubaï, Maurice, les Seychelles et Taïwan. Et prochainement, nous lancerons donc la destination Namibie, mais également Malaisie. Donc, le but de ma présentation, c'est surtout de vous montrer que le visa peut être un réel frein au télétravail à l'étranger, c'est-à-dire que tout ce qui va être démarche administrative ça peut faire vraiment très peur pour beaucoup de personnes parce que ça va être un visa qui va être plus engageant, avec une durée de validité qui va être plus longue qu'un visa classique. Donc, c'est vraiment beaucoup plus engageant. On a un processus administratif qui va être plus complexe parce qu'on part sur une plus longue durée. Donc, on va avoir besoin de beaucoup plus de justificatifs, que ce soit des contrats de travail, des lettres de motivation. Donc, notre but, c'est vraiment de vous accompagner et qu'il n'y ait pas d'erreur parce qu'on est en lien avec le droit du travail et la législation. Donc, c'est quand même très important. Comme vous en parlera Clarisse, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La plupart des informations sur les visas de télétravail sont assez floues sur la plupart des sources. Donc, notre but, c'est de vous fournir les bonnes informations, vous accompagner, vous aider, vous mettre en contact avec les administrations, les autorités pour vos diverses questions. Et on va avoir des réglementations qui sont associées, qui peuvent être complexes et difficiles à comprendre. Les critères d'éligibilité, les exigences de documentation et les conditions spécifiques, elles varient considérablement d'un pays à l'autre. Donc, notre but, c'est de vous proposer justement une offre personnalisée selon votre nationalité. Peut-être que vous aurez besoin même d'un visa supplémentaire où là, justement, Visamundi pourra vous aider. Donc, voilà pour le visa. Je vais laisser la parole à Yann qui vous parlera de l'assurance, qui est également un document à avoir avant de faire sa demande de visa de télétravail, donc un document très important. Merci. Merci, Julia. Bonjour à tous. Alors, effectivement, l'assurance est extrêmement importante. Je n'ai pas l'intention de vous faire rêver sur les assurances. Ça vous fera moins rêver que la destination Colombie ou Caraïbes, bien évidemment, et c'est extrêmement important. Extrêmement important, pourquoi? Parce qu'on a un peu perdu l'habitude en France, du fait de notre très bonne couverture sociale, de connaître les coûts des soins. Et quand on part en voyage, alors sur un voyage courte durée, on a parfois des petits pépins de santé et ça peut arriver assez vite, ce pépin de santé. Juste avant de rentrer sur les besoins, vous expliquer qui on est Chapka. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être. On existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. On a assuré l'année dernière un peu plus d'1 200 000 personnes à travers le monde. Vous avez quelques-unes de nos marques partenaires que vous connaissez, dont Visamundi, bien évidemment. Notre spécialité au départ, c'est de couvrir des personnes qui vont faire des tours du monde ou qui vont faire des working holiday visa à l'étranger, principalement Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc, nous avons l'habitude de gérer ce type de voyageurs qui sont des voyageurs entre le tourisme et le professionnel. Et naturellement, on a développé des produits avec nos partenaires assureurs spécifiquement pour les voyageurs, les digital nomades et les voyageurs qu'ils partent via leur entreprise ou qu'ils partent en indépendant pour travailler à l'étranger en mode télétravail.
Donc, Chapka vous accompagne. Évidemment, on a tous envie de partir travailler à l'autre bout du monde. Et comme je le disais, depuis une vingtaine d'années, Chapka, c'est quelque chose que l'on a. Vous avez obtenu le visa et Julia l'a expliqué, c'est pas toujours simple, mais ça se simplifie et les équipes de Visa Mundi, Noma Mundi sont là pour vous aider. Et puis, il vient le moment de penser à l'assurance. Alors, l'assurance santé, on n'y pense pas en général tout de suite. Et puis, quand on commence à chercher, on se fait peur parce que les coûts peuvent être très, très importants. Et puis, la première action, c'est de se dire, attendez, il faut déjà que je paye mon billet d'avion, il faut que je trouve un logement. Non, l'assurance, je verrai ça plus tard et je me débrouillerai, je suis jeune, je suis pas malade. Un pépin, ça peut très vite arriver. C'est pas la bonne idée. Comme je vous le disais, on a perdu l'habitude, quand on va chez le médecin ou quand on est à l'hôpital, de payer parce qu'on a une sécurité sociale qui fonctionne en France, parce qu'on a une mutuelle très souvent et que c'est pris en charge et on ressort de ses soins sans avoir payé. Un simple bras cassé à l'étranger, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. Alors, quand on vous parle d'hospitalisation, on va là, effectivement, dépasser des montants beaucoup plus importants. Il faut savoir que la première année, en général, on n'a pas le statut d'expatrié, on travaille à l'étranger et on n'a pas encore le droit au régime local. On a son domicile fiscal toujours en France et puis on n'est pas toujours sûr de renouveler son contrat de travail ou alors de continuer ses expériences à l'étranger. Donc, le Cap Tempo Expat qu'on a construit, il a été fait pour une couverture complète médicale avec un point important, c'est qu'on va couvrir en cas d'accident de maladie soudaine. On ne va pas couvrir les maladies antérieures. Je prends typiquement le diabète. Néanmoins, si vous êtes hospitalisé après une chute de tension, par exemple, vous avez fait une hypoglycémie, vous avez fait une chute et vous devez être hospitalisé, là, vous serez pris en charge. On a adapté les budgets aux jeunes expatriés. Il n'y a pas que des jeunes expatriés. Comme vous pouvez le voir, je suis une barbe blanche, donc j'ai quelques années d'expérience et on peut quand même partir en voyage. Je l'ai même fait pour partir à l'étranger. Donc, on a des gammes de tarifs pour à la fois les personnes de moins de 35 ans ou les jeunes comme moi qui ont dépassé la cinquantaine. Donc, c'est très important d'avoir cette garantie. On s'adresse à tout type de voyageurs. Je vous le disais, vous pouvez être détaché par votre entreprise et Clarisse vous parlera plus particulièrement des différents types d'expatriation. Mais vous pouvez partir sur un projet personnel, vous pouvez être un télétravailleur et facturer vos services à des entreprises en tant que jeune entrepreneur. Vous pouvez également faire du volontariat, du bénévolat. Quels que soient les pays au monde, vous allez pouvoir être accompagné. Petite astuce, vous connaissez probablement la Caisse des Français de l'étranger. Ce sont les garanties de base. On vous conseille de la prendre, vous aurez le choix au moment de souscrire à votre assurance, de le prendre avec ou sans la garantie CFE. Ça vous permet, de conserver vos droits en France pendant votre séjour et surtout lors de votre retour en France, ça vous évite d'avoir à arrêter la sécurité sociale. Ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué est de se réinscrire à la sécurité sociale à votre retour. Donc, effectivement, on s'adresse à toute personne qui part à l'étranger, seule ou en famille, pour 1 an maximum, avec un statut d'expatrié ou de travailleur détaché. Comme vous le dira Clarisse, l'aspect législatif n'est pas encore très cadré pour le moment, mais il faut avoir à l'esprit que en tant qu'individuel ou accompagné par votre entreprise, vous pouvez partir. Il faut avoir moins de 65 ans et ça, c'est un élément important. Vous devez avoir votre résidence dans l'Union européenne. Je rappelle que si vous êtes français mais résident en Angleterre, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, donc vous ne pouvez pas être couvert sur ce type de produit. Mais si vous êtes résident en Suisse, y compris sur des pays assez sympathiques comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, vous pourrez être couvert. Évidemment, vous ne devez pas avoir la nationalité de votre pays d'expatriation et nous n'assurons pas les binationaux si vous avez cette particularité. Si vous avez un visa de travail à l'étranger, vous pouvez partir bien évidemment. Il faut être en bonne santé. À souligner, il n'y a pas de questionnaire médical lors de la souscription. Bien évidemment, l'expatriation, ça se prépare très longtemps à l'avance et Julia, Alexis et Clarisse vous le répéteront. Néanmoins, l'assurance, elle peut être souscrite jusqu'à la veille du départ. Ce n'est pas notre conseil, techniquement c'est faisable, mais ce n'est pas notre conseil. Alors, quelles sont les garanties? Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail des garanties, mais vous donner quelques éléments. D'abord, vous avez une assistance à rapatriement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en cas de pépin important. Alors, ce n'est pas vous qui décidez d'être rapatrié, c'est évidemment le plateau médical en fonction de votre état de santé qui va dire si vous pouvez être rapatrié et qui va donner le OK, ce qu'on appelle le fit to fly, si vous êtes capable de voyager. Évidemment, la prise en charge de vos frais médicaux et d'hospitalisation en illimité,
au premier euro et sans franchise. Ça, c'est un élément important. Encore une fois, une fracture, ce n'est pas très, très grave. Mais si vous êtes hospitalisé, je pense souvent à l'exemple de l'accident de scooter quand on est en voyage sur les Antilles anglophones et que vous êtes hospitalisé avec des pathologies assez graves, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de frais, et évidemment le rapatriement à rajouter. Les frais d'hospitalisation en France également, en cas de retour temporaire ou anticipé. Alors, on prend souvent l'exemple des repas de Noël et de l'indigestion. Hein. C'est un exemple qui arrive tous les ans, non pas l'indigestion, mais les fêtes de Noël. Et donc, effectivement, vous allez être pris en charge. De la même manière, les frais d'hospitalisation, si vous rentrez de manière temporaire, eh bien, vous serez pris en charge. La responsabilité civile à l'étranger, elle est importante. Là aussi, vous trébuchez dans un escalier, vous faites tomber une personne, la personne se blesse, elle va se retourner contre vous pour des dédommagements et la prise en charge de ces frais. Eh bien, là, vous serez couvert. Je ne vais pas parler du capital d'essai et du capital accident. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent si vous êtes temporairement ou de manière définitive invalidé. Eh bien, vous aurez un capital. Les frais de recherche, ça peut arriver. On peut se perdre sur une île de la Caraïbe. Mais surtout, les 2 points que je voulais signaler, c'est que si vous êtes hospitalisé et que vous restez un certain temps à l'hôpital, l'assurance va prendre en charge le billet aller-retour d'un proche pour venir vous accompagner, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un proche pour vous accompagner. Et puis, s'il y a une hospitalisation ou décès d'un proche, bien évidemment, on va vous prendre en charge. Voilà. Je laisse la parole à Clarisse. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Yann. Alors, pour finir avec un petit peu de droit, je vous rassure, l'idée n'est pas de vous faire un cours magistral sur la mobilité internationale, mais vous donner quelques petits conseils juridiques pour organiser, encadrer le télétravail à l'étranger, pour vous dire que même si la réglementation est certes complexe, on peut, et ça se passe bien, maîtriser le télétravail à l'étranger. Alors, la mobilité internationale, c'est un vrai sujet, comme le disait les précédents participants, est un vrai sujet d'actualité depuis la crise sanitaire, à tel point qu'actuellement, devant l'Assemblée nationale, est discuté un projet de loi, une proposition de loi en faveur de la mobilité des alternants, voilà, pour permettre la création d'un programme un peu de l'Erasmus de l'apprentissage. Donc, on se rend bien compte que permettre à des salariés, à des travailleurs de partir à l'étranger pour travailler, c'est un vrai atout d'attractivité et de fidélisation des talents pour les entreprises. Les salariés sont en demande de ces expériences professionnelles à l'étranger pour gagner en autonomie, en responsabilité, pour découvrir une autre culture, répondre à une opportunité business, pour aussi s'inscrire dans un projet qui correspond plus à des valeurs personnelles. Et ça séduit toutes les générations, pas seulement les jeunes. Et on se rend compte que la gestion RH de ces projets est parfois difficile parce qu'il faut concilier parfois les demandes des salariés, les attentes des employeurs. Parfois, la décision de partir télétravailler à l'étranger est prise par l'entreprise qui souhaite, par exemple, tester un marché à l'étranger, envoyer un premier salarié à l'étranger. La plupart du temps, c'est comme le salarié qui a l'initiative de cette demande. Et on s'est rendu compte pendant la crise du Covid, par exemple, que des salariés avaient tout simplement déménager à l'étranger sans en avoir averti leur employeur français ou étaient restés en fait bloqués à l'étranger du fait de la crise sanitaire pendant une longue durée. On se rend compte aussi que les partenaires RH manquent d'informations et de formation sur ces sujets et ont un petit peu de mal à maîtriser les coûts et les risques juridiques liés à cette situation. On se rend compte qu'il y a aussi d'autres freins plus opérationnels, la barrière linguistique pour des entreprises qui ne sont pas habituées à gérer des formalités administratives en anglais, par exemple. Il peut y avoir des difficultés opérationnelles du fait du décalage horaire. Donc, tous ces sujets font que la gestion RH des situations de télétravail à l'étranger peut être un petit peu compliquée, en tout cas la première fois qu'on s'y frotte. Je vais bien passer à la slide d'après. Juridiquement, qu'est-ce qu'une situation de full remote, donc de 100% télétravail à l'étranger? On peut dire que c'est un objet juridique qui n'est pas défini.
Aucun texte n'interdit la situation de télétravail à l'étranger et aucun texte ne définit également juridiquement la situation de télétravail 100% à l'étranger dans toute sa globalité. Ce qui impose en fait aux employeurs de traiter chaque demande au cas par cas et de composer avec les règles propres à chaque domaine du droit. Donc, droit du travail, droit de la sécurité sociale ou encore du droit fiscal. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un petit focus sur justement ces aspects-là en mettant l'accent sur le droit du travail qui est quand même une partie structurante pour le projet. Le constat qu'on peut faire, c'est que dans ces situations de télétravail à l'étranger, c'est que l'employeur français ne dispose pas toujours d'une filiale ou en tout cas d'une entité légale à l'étranger. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer le salarié français dans sa filiale américaine, par exemple. Ça peut être un salarié qui va se retrouver à faire du 100% de télétravail à l'étranger sans un rattachement avec une entité juridique locale. Et ça, cette distinction est structurante pour le dispositif juridique qu'on va implémenter derrière. Et également, l'employeur, souvent, quand même, la volonté de conserver le lien de subordination juridique vis-à-vis de son salarié, de pouvoir maîtriser la relation contractuelle, de pouvoir maîtriser les objectifs, par exemple, imposés aux salariés. Donc, ce sont ces enjeux qui doivent se retranscrire après dans la structure contractuelle. Et la première question qu'on se pose, c'est quelle loi va être appliquée au contrat de travail ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'appliquer le droit français ou est-ce qu'on va être contraint d'appliquer une législation étrangère, souvent qu'on maîtrise mal ? Surtout s'il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de filiale à l'étranger. Alors, je vous rassure, il y a une option qui est laissée aux parties de choisir la loi applicable au contrat de travail. Normalement, on devrait appliquer la loi du pays où on exerce en fait son métier, où on travaille habituellement, mais par accord, on peut choisir, par exemple, de continuer à appliquer le droit du travail français, même en cas de situation de télétravail en Allemagne, en Italie, en Espagne ou autre. Ce qu'il faut juste maîtriser, c'est que certains pays, enfin tous les pays, en fait, ont des lois impératives, des lois de police qui s'appliquent malgré le choix qui est fait par les parties d'appliquer le droit français. Je vous rassure, le droit du travail français, vous le savez peut-être, est extrêmement protecteur vis-à-vis des salariés et il est très rare que la loi française contrevienne à une loi de police étrangère. Donc sur cet aspect-là, on est quand même assez sécurisé. L'entreprise va vouloir évidemment concilier ses intérêts avec le respect de la vie privée des salariés et va vouloir encadrer beaucoup de sujets variés. Le contrôle de la durée du travail, la rémunération, tant dans sa structure que dans ses modalités de versement, quel jour de congé on va octroyer aux salariés, quel jour férié on va appliquer, est-ce qu'on va pouvoir appliquer les jours fériés, par exemple, aux États-Unis. Comment est-ce que va être rédigée une clause de non-concurrence, qu'est-ce qu'on va faire des tickets restaurants, etc., ou la voiture de fonction. Donc, il y a plein de sujets juridiques, contractuels à encadrer en début de mission. Ça, c'est le début de la mission. Il faut également penser à la fin de la mission de télétravail à l'étranger, en particulier si on est dans un cas où la situation de télétravail a été acceptée de manière un petit peu tacite. Voilà, donc on n'a pas formalisé les choses par un document contractuel, par un avenant au contrat de travail. Voilà, les choses se sont passées comme ça un peu tacitement. Et là, si l'employeur veut mettre fin à la situation de télétravail et imposer le retour du salarié en France, juridiquement, ça peut être un petit peu plus complexe. Il y a peu de jurisprudence à ce jour sur ces sujets de télétravail à l'étranger, donc on est obligé de raisonner un petit peu par analogie avec les situations de télétravail en France. Jusqu'à présent, on se rend compte qu'en fait, on avait un cloisonnement entre les sujets, donc les entreprises avaient des accords sur le télétravail et ou des accords sur la mobilité internationale, mais très peu en fait, d'accords qui conjuguaient les deux situations. Et justement, après la crise sanitaire, on a vu par exemple des entreprises mettre en place de tels accords. C'est le cas par exemple de l'US TUI France qui en septembre 2022 a conclu avec ses partenaires sociaux un accord qui autorise par exemple 30 jours de télétravail à l'étranger maximum avec un fuseau horaire maximum de 2 heures et en interdisant le télétravail dans certains pays considérés comme dangereux. Voilà, donc ça c'est un cadre juridique qui permet d'encadrer les situations de télétravail à l'étranger. Je vais ensuite faire un petit focus sur la sécurité sociale, mais Yann en a déjà un petit peu parlé. Donc, effectivement, la grande dichotomie, c'est est-ce que le salarié va être considéré comme détaché ou expatrié du point de vue de la sécurité sociale, c'est-à-dire est-ce qu'il va rester affilié au régime français de sécurité sociale ou est-ce qu'on va devoir basculer sur le régime étranger, donc du pays d'accueil.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein de l'Union européenne, il existe des règles de coordination des régimes de sécurité sociale, de retraite, de chômage, qui quand même permettent de fluidifier ces formalités. Quand on sort de l'Union européenne, il faut à chaque fois vérifier si la France a conclu avec l'État d'accueil un accord bilatéral de sécurité sociale. Et donc lire ce que prévoit cet accord pour savoir dans quelle mesure on va pouvoir continuer à bénéficier de tel ou tel dispositif. Et s'il n'y a pas de convention bilatérale de sécurité sociale, là, ça se complexifie. Et là, c'est vrai que le recours à la Caisse des Français de l'étranger, à la CRE, à l'IRCAFEX va être obligatoire. C'est par exemple le cas avec la Chine ou avec Dubaï. La France n'a pas conclu d'accord de sécurité sociale avec ces pays. Sur la fiscalité, 2 points importants. Il va y avoir la situation personnelle du salarié à aborder, c'est-à-dire quand est-ce que le salarié va transférer sa résidence fiscale, quand est-ce qu'il va devoir payer des impôts à l'étranger, surtout s'il part avec toute sa famille à l'étranger. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que la présence d'un salarié français en télétravail, en full télétravail à l'étranger, va créer une présence fiscale pour l'entreprise française à l'étranger. Voilà, ce sont 2 sujets. Donc, c'est-à-dire que est-ce que la seule présence d'un salarié à l'étranger va permettre de constituer un établissement permanent au sens du droit fiscal? Ce sont 2 sujets majeurs qu'il faut traiter en amont de ces périodes de mobilité à l'étranger. Et donc, pour finir, un focus sur l'immigration. On en a déjà un petit peu parlé avant. C'est vrai qu'il y a tout un tas de dispositifs de visa nomades, digital visa, qui permettent de fluidifier ces situations. Mais dans certains pays, ce n'est pas le cas. Alors certes, dans l'Union européenne, il y a la libre circulation des travailleurs. Donc, a priori, pas de problématique de visa ou d'autorisation de travail. Dans le reste du monde, ça peut être plus complexe et la procédure peut être longue et générer des coûts assez importants. Je prends un seul exemple, c'est le cas du Royaume-Uni depuis le Brexit. Quand un Français souhaite partir travailler au Royaume-Uni, il faut anticiper une procédure d'au moins 3 à 6 mois pour obtenir un permis de travail et un titre de séjour ou un visa de long séjour. Et ça peut même impliquer l'obligation de créer une entité légale au Royaume-Uni. Voilà, donc ça génère des coûts importants et des démarches importantes pour l'entreprise française sur ces sujets. Donc, le maître mot, vous l'avez compris, c'est anticiper et encadrer les situations de télétravail à l'étranger. En interne, il faut se poser la question, donc, quel est le besoin opérationnel pour l'entreprise? Quelles sont les contraintes? Par exemple, est-ce que je vais devoir passer du temps à m'affilier à des organismes sociaux étrangers? Quel coût ça va générer? Est-ce que je vais devoir prendre un prestataire de paye étranger? Voilà, tous ces sujets-là. Quel accompagnement je souhaite dédié à mes salariés sur ces sujets, tout en faisant très attention à respecter une égalité de traitement avec les salariés qui, eux, vont rester en France. Par exemple, les salariés dont le poste n'est tout simplement pas télétravaillable. Évidemment, en tant que professionnel du droit, on conseille aux entreprises de rédiger un accord collectif en lien avec les partenaires sociaux ou alors une charte unilatérale pour encadrer ces pratiques et évidemment de prévoir un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Je vais repasser la parole. Oui, voilà. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Top. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. J'ai vu passer quelques questions. Effectivement, je crois qu'elles étaient surtout adressées à Chapka. Il me semble que Yann, tu as un petit peu anticipé, mais je me permets comme de les Oui, je me suis permis, je suis désolé, pardon, fallait peut-être pas. Non, tu as bien fait, au contraire, mais ça peut intéresser d'autres personnes ici, donc je vais quand même les dire à haute voix, comme ça on… Alors, donc il y a une question sur les avances de frais, voilà, qui peuvent être conséquents et les délais de remboursement garantis par Chapka. Donc, si tu veux résumer, Yann, rapidement. Oui, en fait, il y a 3 situations. La première situation, c'est qu'effectivement, si vous avez contacté le plateau assistance, de toute façon, quel que soit le problème, il faut contacter le plateau assistance et c'est eux qui vont vous dire d'aller vers un médecin, un hôpital. Et donc, effectivement, dans le premier cas, c'est l'assistance qui décide que vous devez être hospitalisé, donc elle vous prend en charge. Deuxième cas, l'assistance vous dit de prendre rendez-vous chez un professionnel de santé et la dépense est inférieure à 500 €. Donc, dans ce cas-là, vous scannez les factures, vous les déposez sur notre plateforme. On est en train de finaliser la mise en place de notre application. On a commencé les premiers tests, donc je pense que d'ici fin juillet, on sera live sur l'application. Donc, vous les déposez. Si les dépenses dépassent 500 €, l'assureur demande d'avoir les pièces originales
Donc, ça oblige à envoyer un courrier à notre médecin conseil. Le médecin conseil va vérifier les pièces originales. Une fois qu'on a tous les documents, le remboursement se fait entre 7 et 12 jours selon l'activité. Là, sur le mois de mai, beaucoup de gens sont partis en vacances. Il y a eu beaucoup d'assistance, parce que plus on part en vacances, et plus malheureusement on a des risques. Et donc, effectivement, là, on est plutôt sur un 12 jours de délai de remboursement, une fois qu'on a toutes les pièces. Pour la deuxième question, Céline, c'est une très bonne question. On vient juste de me répondre. OK, donc je vous confirme, Céline, à la question. Est-ce que les binationaux, on n'assure pas les binationaux s'ils sont dans les pays d'origine, c'est-à-dire que si vous êtes franco-italien, évidemment, vous ne pouvez pas être couvert en Italie. Par contre, si vous êtes franco-italien et que vous partez aux États-Unis, vous pourrez être couvert avec le Cap Tempo Expat. Et la deuxième question, Céline, je vous confirme que ça dépend des contrats. Et ça, on pourra, avec Vis-à-vis Mundi, vous répondre à vos questions précisément en fonction des contrats. Mais il y a assez peu de contrats où on ne couvre pas les binationaux. Voilà. Merci Yann pour ces précisions. Alors, je crois que Gaëlle a encore une petite question pour toi, Yann. Quand est prévue la digitalisation du point 3, 40 articles, envoyer les documents? Et oui, et Gaël, il a complètement raison. Et j'aimerais pouvoir répondre positivement parce qu'effectivement, envoyer des documents en France, c'est pas toujours pratique. On est en discussion avec les assureurs. Là, c'est nous commercialement et les équipes Chapka préféraient avoir ça. Ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, je pense que voilà, ça va être une négociation. Le temps assurance est un temps long. C'est plus long que de prendre un avion pour aller au fin fond de l'Australie, malheureusement. Merci beaucoup. Parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'il y aura un replay de ce webinaire, donc on va le partager si vous avez besoin de repasser sur certains sujets ou autres. Merci à tous pour votre participation, pour vos interventions de qualité. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions par les participants, on va pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, c'est un plaisir de l'animer à vos côtés, Yann, Julia et Clarisse. Et puis voilà, merci à tous. Je pense que… Merci Alexia, merci Julia. Merci beaucoup Clarisse, qui a d'autres questions, je pense. Donc voilà, plus tard dans la journée ou dans ces prochains jours, vous sera partagé le replay. Et puis voilà, à bientôt pour peut-être un prochain webinaire sur le télétravail à l'étranger. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.